Bonsoir Joël Chogwe. Bonsoir Vigile Arancet, bonsoir à toutes et à tous. Alphonse Moïse Oudé, bonsoir. Bonsoir à vous Vigile et bonsoir à tous. Ça doit être en train de réfléchir dans la tête des concernés, choisir, servir le public ou aller. Eh bien, servir dans le privé, c'est donc l'exercice qu'a donné le gouvernement à certains acteurs donc, de la santé du Bénin. Ils en ont pour quelques jours encore, jusqu'au 31 août précisément. Une mesure que relève le gouvernement comme étant pour assainir le milieu en attendant donc les investissements, les grands investissements, un peu comme le demandait donc l'ONG Gasvi, dont nous avons aujourd'hui dans ce studio le président Adrien Moussa. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde, bonsoir auditeurs et auditrices. Tout de suite, on va sur le but. Est-ce que cette mesure, de votre point de vue, relève d'une solution? Autrement dit, comment vous la trouvez, vous la lisez? Oui, la solution est juste. Et il est nécessaire que les auditeurs et les auditrices me connaissent qui est Ronsa Adrien. J'ai été infirmier diplômé d'État en 1977. J'ai servi à Nantitingou, à Dangbo. Et à Dangbo, j'ai créé un centre de santé qui est à Métro. Et puis, j'ai servi à Semenkoji, précisément à Ekpe. Et à Semenkoji, où j'ai servi, j'ai créé le centre de santé de commune de Semenkoji. C'est de mon temps, c'est mon œuvre, avec la collaboration du directeur provincial de la santé d'Alop, sur ces provinces qu'on disait avant, monsieur Hassan, monsieur Assa plutôt. Et celui-là, il a eu la gentillesse de comprendre que lorsque quelqu'un fait accident, avant la route était sens unique, lorsque quelqu'un fait accident à la hauteur entre Carrefour, Semen et Ekpe, il ne faut pas ramener le malade jusqu'à Ekpe qui avait le gros dispensaire. Il faut créer un poste de secours au lieu d'une seule maternité. Donc avec la collaboration de ce monsieur, j'ai créé le centre de Semenkoji qui aujourd'hui est le centre de santé de commune. Autrement dit, eh bien, Ekpe existait avant Semenkoji. Ekpe existait avant Semenkoji. Le centre de santé d'Ekpe existait bien avant Semenkoji, était pratiquement le centre de chef-lieu de la commune de Semenkoji. Et après ça, j'étais allé faire mes services à l'hôpital de Porto-Novo, ensuite au centre d'Akron. Et cumulativement avec ça là, j'étudiais. Donc avec une maîtrise en droit des affaires carrées judiciaires, j'ai fait le concours d'entrée au Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG de Dakar, où j'ai été faire une formation de 2 ans. Je suis revenu administrateur gestionnaire des hôpitaux et j'ai été nommé respectivement au programme élargi de vaccination et chef et soins de santé primaire. Ça m'a donné l'occasion de parcourir toutes les formations sanitaires du Bénin. Parce que en tant que responsable de ce programme, j'avais l'obligation de vérifier le système de chaîne de froid qui conserve les vaccins là, comment c'est fonctionnel. Et quand quelque part ce n'est pas fonctionnel, je remplace. Et pendant un bon moment, après que je sois affecté à la direction départementale de la santé de l'Atlantique et du littoral, où j'étais chef service ressources humaines, financières et matérielles des 2 départements. Donc en tant que tel, j'avais la gestion de toutes les formations en ressources humaines, en ressources matérielles et en ressources financières. Et de ce point de vue, donc, je connais le système, que ce soit au niveau périphérique, ou au niveau intermédiaire, ou au niveau national. Mais c'est parce que je connais le système que je dis, les malades là, tels qu'on les malmène, ce n'est pas bien. Ils ont aussi un Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on perd son droit de citoyen. C'est pour cette cause que vous avez créé une ONG, l'ONG Gasvi. Merci. C'est pour cette cause que j'ai créé l'ONG Gasvi, qui, entre autres objectifs, n'en avait retenu que 2. C'est dans le journal officiel, la défense du droit des malades et la lutte pour la qualité des soins. Il ne peut pas avoir de qualité de soins si celui qui a le niveau le plus élevé de cette qualité, qu'est le médecin, se trouvait absent au chevet du malade. Il n'est pas donc un hasard qu'on soit allé vous chercher, puisque le gouvernement dit avoir pris cette décision pour ces 2 causes-là pour lesquelles vous militez. Merci. Et donc, de ce point de vue-là, de 2004 à 2018, j'ai fait ce combat seul, contre toute attente, parce que personne ne me suivait, personne ne m'écoutait. J'étais comme un imbécile qui criait et qui allait à contresens.
Parce qu'on ne comprenait pas que je puisse estimer que les médecins, il faut qu'ils soient sauvés des malades, les médecins ne doivent pas aller au bureau. On croyait que j'étais contre les médecins. On faisait tout pour me stigmatiser comme tel. Quand je parle de défendre le droit de malade, on dit, oh, quelle est cette rêverie-là? Est-ce que les malades ont des droits? C'est ahurissant. Ahurissant dans la mesure où, en Europe, où la médecine moderne a vu le jour, avant d'être transplantée vers l'Afrique, au moment de la colonisation, parce que les colons, en venant, ont dit, nous ne pouvons pas nous faire traiter par la médecine traditionnelle. Il nous faut nous être accompagnés par notre médecine moderne. Ils sont venus donc avec leur médecin traitant, avec tout ce qu'il faut. En ce moment-là, l'Afrique avait les grands endémies qui la menaçaient, à savoir le charbon, le pignon. Et comme ces maladies-là n'épargnaient pas les blancs ni les noirs, sur le continent ils ont fait venir des cartons de médicaments, des caisses de médicaments qui transportaient d'habitation en habitation. C'est de là qu'on a parlé d'infirmiers de l'AMA, d'infirmiers de l'AMI, assistance médicale africaine. Et ce sont ces infirmiers-là qui sont les premiers à rentrer dans la maison de la santé. Et progressivement, cette maison de la santé a été construite autour d'une idéologie qui consiste à prêter main forte à la médecine traditionnelle, qui crée des dommages à cette population qui a besoin aussi de bénéficier de cette connaissance médicale moderne. C'est comme ça que ça s'est passé. Et celui qui se lève aujourd'hui va dire, je suis docteur, je suis professeur. D'accord, mais c'est une question de culture de base. Moi, j'ai eu le temps de connaître ce que c'est que la santé, comment c'est venu en Afrique, comment c'est vécu en Afrique, qu'est-ce qui s'est passé. La santé publique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il se trouve que l'Afrique, au sud du Sahara, a importé cette médecine dans son exercice et a omis d'importer la médecine dans sa législation. Là-bas, quand vous faites une faute, vous êtes puni. Mais ici, on fait des fautes, on n'est jamais puni. On commet des erreurs, on n'est jamais puni. Il n'est pas normal qu'on importe la médecine sans importer la législation qui l'accompagne. D'où la nécessité du droit de malade. Et là, ça leur paraît comme une rêverie. Et je considère qu'aujourd'hui, on en parle, tout le monde en parle, et ça ne choque plus personne. Donc l'audace, ça a commencé quelque part par là, en 2004. Ça fait 14 ans. Et si 14 ans après tous les gouvernements qui sont succédés, j'étais chez moi un jour, j'apprends qu'il y a un conseil des ministres qui dit, ah, il faut mettre de l'ordre dedans. Vous qui êtes dans le privé là, restez dans le privé. Vous qui êtes dans le public, restez dans le public. Ne faites plus le mélange. Moi, je sais ce que le mélange a de désavantages au pluriel, aux malades, par rapport à son avantage. Je sais ce qui a été dit par le président de la République. Si ça s'applique bien, comment les malades seront soulagés. Maintenant, si on s'approprie de ça, on en fait une politique, et on prend les mêmes et on recommence, on aura beau faire, mais la gangrène va demeurer et on sera obligé d'aller à une amputation plus profonde. Voilà ce que nous pouvons dire à titre introductif pour dire que c'est une décision qui est bienvenue parce que 14 ans de lutte, les gens ne m'ont pas compris, j'ai été stigmatisé, j'ai été considéré comme qu'est-ce qu'il est. Et là, je dis, j'accepte, je suis vivant encore et ce que j'ai dit pendant 14 ans est revenu à la surface. Ce n'est plus la peine de vous poser la question, la cause du gouvernement est la vôtre aussi. Parfait. Non, elle a mienne à travers mon ONG. Non, je suis d'accord. C'est la cause des malades. C'est la cause de hasard. C'est la cause des malades aussi. Voilà, c'est la cause des malades. Alphonse, Moïse Soudé, je vous repose plus à vous la question, cette mesure-là du gouvernement, cette mesure donc imposant aux acteurs de la santé de choisir entre le public ou le privé. Eh bien, c'est une bonne cause. Le dit donc le président de l'ONG Gasvi, et ça ne doit pas rester sans conséquences. On va discuter surtout de ces conséquences. Vous savez, d'abord, quand vous avez l'habitude de fréquenter les centres de santé publique, il vous arrive de vous rendre là-bas pour une maladie, mais le médecin n'est jamais là. Le médecin n'est jamais là. Moi, j'ai vu des médecins détourner des malades vers leur clinique privée. Je vous ai dit la dernière fois, la première fois, je me suis fait arracher une dent. Je devais arracher la deuxième. Le médecin m'a dit, écoute, il m'a donné sa carte. Il dit, passe dans mon cabinet. Je suis allé depuis là, je vais là-bas. Je dis, on a déshérité l'État de ce qui lui revient de droit. Merci. Que ce soit le matériel, que ce soit les produits, on les envoie dans la clinique privée. On vient en retard. Vous allez, on vous donne rendez-vous à 6 heures. Vous allez vous asseoir sur le banc. Vous faites toute une file. Et le médecin lui-même, il vient pratiquement à 11 heures.
après avoir reçu 10 malades, il dit qu'il est fatigué, il renvoie les autres. Ou bien ceux qui veulent obtenir vite guérison sont obligés de se rapprocher de son centre privé. Donc on a sacrifié l'État sur l'autel des intérêts des particuliers. Et je dis, dans ce cas, parce que la majorité des malades ne sont pas des gens nantis, pour vous rendre dans une clinique, notre invité va le dire, il y a d'abord les frais de visite c'est 5 000 francs, ailleurs c'est 8 000 francs. Oui, le minimum, et là, combien de Béninois peuvent payer 8 000 francs? Donc je crois que l'État est en train de rétablir ce qui doit être. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que l'État a pris toutes les dispositions? Vous savez qu'il y a des spécialistes qu'on ne retrouve pas au niveau de l'État, qui se trouvent dans les privés. Et quand ils vont faire le choix. C'est-à-dire que sur les deux tableaux, quelque part, on va perdre. Ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens et qui opéraient dans le privé vont se dire il vaudrait mieux que j'aille vers l'État, parce qu'au niveau de l'État, il y a des garanties. Il y a des garanties. Dans le privé, il n'y a pas forcément de garantie. À un moment donné, le privé peut avoir des difficultés, fermer baraque et vous vous retrouvez à la maison. Donc c'est un choix qui implique des conséquences des deux côtés. Mais je dis, il est temps que l'État prenne ses responsabilités. Mais l'État doit s'assurer que si ces médecins-là acceptent de quitter le public, et il faut s'ils quittent le public, c'est sans droit. Hein? C'est sans droit. Parce qu'on vous a donné la possibilité de choisir. Si vous décidez de quitter le public pour servir dans le privé, c'est sans droit. Vous perdez tous les avantages. Vous reprenez à zéro. Donc, mais l'État a quand même fait une ouverture. On dit qu'il y a des gens à qui on va accorder quand même des dérogations. Mais je dis, cette mesure va à l'avantage de la majorité des Béninois. Je ne voudrais pas qu'on mène le débat dans les cités Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Il y a des centres de santé où le médecin estime que c'est la brousse, il ne peut pas vivre dans la brousse, il vient peut-être les lundis, les vendredis, il fait service minimum, il rentre. C'est pas possible. On ne choisit pas. Quand il y a des professions, quand vous les choisissez, c'est pas pour devenir riche. Quand vous optez pour travailler dans le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation, on ne vient pas pour devenir riche, on vient pour servir, pour se mettre au service des autres. Mais quand il arrive qu'on détourne les médicaments des malades, moi je ne le dis pas parce qu'on m'a raconté, on en a subi ça. Mon papa était malade et il est resté aux soins, on vous prescrit des médicaments, on dit non, vous allez acheter les médicaments, vous remettez le carton, vous revenez, le lendemain on vous prescrit encore les mêmes choses. On a eu la présence d'esprit, on a dit désormais là, nous voulons voir les flacons. Et c'est là qu'on a su que bon, les médicaments qui sont achetés nous ont été revendus plusieurs fois. Parce que quand votre parent est malade, psychologiquement, vous n'avez pas le temps de débattre. C'est comme les femmes qui vont accoucher. Quand votre femme est sur la table d'accouchement, on dit qui est le parent de tel, allez acheter tel médicament. Vous n'avez pas le temps de mener un débat pour comprendre, parce que le patient survive. Oui, parce qu'il y a une vie en danger, et c'est après que vous vous rendez compte, on vous dit mais on m'a pas fait telle injection. Et ils abusent de cette Ils abusent. Donc, et là on dit, et le malade ne parle pas. Notre invité dit, elle a dit, vous parlez, on vous menace. C'est-à-dire, donc, je crois que l'État, tout en prenant ses responsabilités, doit renforcer la sécurité pour que on arrête. Je vous ai dit, les gens vont au centre de santé, vous voulez payer à la caisse, la dame vous laisse, elle met du vernis, c'est quand elle a fini de faire WhatsApp. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai vu ça. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités. J'ai dit, il y a deux secteurs vitaux dans la vie d'une nation, la santé et l'éducation. Et quand dans les deux secteurs-là, ça va mal, c'est qu'au niveau du pays, ça va très mal. Donc, on encourage le gouvernement à assainir. Nous voulons être soignés. Nous tous, on n'a pas les moyens d'aller dans les privés. Le privé, vous finissez, on vous donne la facture elle est salée. Mais au niveau de l'État, quand même, il y a le minimum qu'il faut faire. Mais il faut renforcer le plateau technique, il faut renforcer les compétences, il faut recycler. Parce qu'il y a des gens qui ont végété dans la paresse, dans l'oisiveté. Il faut recycler les médecins, les agents de santé pour que désormais, qu'on soit fier de dire, je vais me faire soigner au CNHU, je vais me faire soigner à l'hôpital de zone. Non, je pense que l'opportunité de cette mesure-là n'est plus à démontrer, puisque depuis que cette mesure a été prise en Conseil des ministres, vous avez vu que les acteurs de la santé eux-mêmes, en tout cas une certaine partie, il y a eu une sortie médiatique, par exemple, où ils ont cautionné eux-mêmes cette mesure-là. Il y a, je pense qu'il y a actuellement 2 syndicats majeurs dans ce domaine-là. Il y a une branche du corps syndical qui a dit il faut que les acteurs... Vous parlez du syndicat de Théophile Dossou? Voilà. Bon, depuis un certain jour, de toute façon, il approuve tout. Donc, bon.
Mais cette fois-ci, je pense que c'est une clairvoyance que d'approuver cette mesure-là et d'inviter les médecins, les docteurs, ceux qui soignent donc les malades à vite se conformer. Parce que le Conseil des ministres a été clair. Soit vous faites le choix de servir le public, soit vous faites le choix de servir le privé. Et il n'y a pas de mélange à faire. Inutile de revenir sur les dommages occasionnés par ce mélange organisé depuis des lustres. Oui. Vous savez ce qui se passe dans ce secteur. Alphonse vous l'a donc dit tout à l'heure. Parce qu'il est inconcevable, inadmissible qu'un malade se rende à l'hôpital pour avoir des soins parce qu'il est en souffrance et qu'on abuse de son état de faiblesse. Ça, c'est inhumain. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'on sait que si la personne était lucide, on ne pourrait pas abuser d'elle. On attend, parce que tout le monde est appelé à un moment donné à avoir des soucis de santé. Si ça vous arrive, on profite de votre état de faiblesse et on abuse de votre état. Et vous dépensez des sommes astronomiques et à la fin, pour quel résultat? Je ne sais pas pour quel résultat. Ce qu'on pourrait faire à 5 000 francs CFA, pas des truchements bizarres, vous dépensez peut-être 15 000 francs, 20 000 francs CFA. Et on finit par vous dire, pour le suivi après le traitement sur place, rendez-vous dans ma clinique, rendez-vous dans mon cabinet. Ça là, c'est quoi ça? Donc c'est pour vous dire que, tout comme le chef de l'État Patrice Talon, le système de santé aujourd'hui a atteint un niveau de perversion à telle enseigne qu'il faut absolument définir des mesures ardues pour en même temps régler les dysfonctionnements observés tout au long donc des années. Le président de l'ONG, lui, il est sur le plateau. Il dit qu'il mène le combat depuis 14 ans. Est-ce que depuis 2004, où il a commencé à porter ce message, s'il avait été suivi, imaginez combien de vies on aurait pu sauver en 14 années. Parce que justement, quand vous allez à l'hôpital que par inattention, ou bien parce que le médecin se met dans une quête de profit absolu et qu'il fait semblant de vous soigner. Parce que c'est également ça. Vous allez à l'hôpital, vous êtes malade. Le médecin, parce qu'il veut vous envoyer dans sa clinique, il fait semblant de vous soigner et vous constatez après 8 jours que le mal ne disparaît pas. Et dans votre discussion, il fait tout pour vous faire comprendre que bon, la solution magique se trouve dans la clinique, la solution magique se trouve dans le privé. Et avec le système de réseautage, vous vous rendez compte finalement que quand on vous défait de l'hôpital public là, vous tombez directement dans sa clinique. Et c'est lui qui revient la nuit vous soigner maintenant correctement dans sa clinique là. Voilà donc ce qui se passe actuellement. C'est pourquoi moi je dis, je partage entièrement le diagnostic donc du gouvernement, du chef de l'État. Et cette mesure là, elle est venue à point nommé, pourvu que les acteurs du système sanitaire en prennent donc la mesure, en prennent donc conscience pour que au soir du 30 août prochain, qu'on puisse avoir une idée claire de la carte sanitaire de notre pays pour savoir quels sont les acteurs, qui sont les acteurs qui animent désormais le secteur public et qui sont les acteurs qui ont fait l'option d'aller servir dans le privé. Et à partir de cet instant-là, si l'État se rend compte que voilà, dans le public, il y a eu beaucoup de médecins qui ont fait l'option de quitter, on pourra maintenant définir les mesures correctives pour voir ces postes-là. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas absolument peur que, même si les médecins, eux tous, faisaient donc l'option de partir, que l'État serait donc incapable de continuer par assurer le service donc de santé à ses citoyens. Il y a beaucoup de mesures qu'on peut prendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, le chef de l'État, en anticipant sur la mesure, a déjà dit qu'une équipe travaille déjà d'arrache-pied pour que dès qu'on constatera des manques de personnel à des endroits donnés, qu'on puisse recruter. Vous savez combien de docteurs sortent de la FSS chaque année? Vous savez combien de jeunes béninois sont partis faire leur doctorat en médecine dans des universités à l'étranger et qui attendent seulement que l'État ouvre la brèche pour se faire soigner? On parle des spécialités quand même, Joël. Non, mais même les spécialités dont vous parlez, l'État a déjà devancé les choses en disant nous offrons des mesures dérogatoires à des agents précis. Donc c'est vous dire que même les spécialistes dont vous parlez, je ne suis pas sûr que l'ensemble des spécialistes, parce que dans ce corps-là également, il vous l'a dit, on ne vient pas dans le secteur sanitaire pour s'enrichir.
Quand vous êtes journaliste, par exemple, vous ne venez pas pour vous enrichir. Quand vous choisissez de servir dans le secteur de l'éducation, ce n'est pas pour vous enrichir. Donc, dans le rang des médecins spécialistes, il y en a encore qui sont qui ont la probité, qui sont engagés, qui ont le cœur à l'ouvrage, qui sont engagés et qui n'ont que de vie que pour leurs patients. J'en suis convaincu. Et dedans, on pourra toujours trouver, sur 10, on pourra toujours trouver, je pense, des médecins qui feront l'option de continuer par servir dans le public. Et le manque qui va s'observer, l'État donc fera tout pour combler donc le vide. Et je vous ai dit la fois dernière que nous avons aujourd'hui une loi sur les collaborateurs extérieurs. Si ça se passe mal et que dans une sorte d'affront, les médecins en collectif décidaient de partir, bon, l'État pourrait toutefois recourir à cette loi-là. Aussi facilement. Voilà, très facilement. Bon, en tout cas, vous avez dit qu'on ne vient pas pour s'enrichir, mais on ne fait pas non plus le vœu de pauvreté. Certainement, l'État a des choses à faire. Si on va revenir là-dessus, mais dites-nous, Adrien Moussa, on ne va plus revenir sur le tableau, mais cette mesure-là, ça concerne qui d'abord aujourd'hui? Je voudrais faire une boutade en disant, si l'ONG Gavi avait les moyens de recruter vos deux collaborateurs là, je les recrutais pour ma cause parce que ils ont compris tellement le système de soins tel que ça se passe. Et vraiment, ça fait pitié. Si vous le dites, moi je voulais négocier gratuitement. Parce qu'il parle comme s'il cherchait déjà ces médecins là, il a longtemps. Et donc, il n'a qu'à aussi épouser la cause. On ne cherche pas ces médecins. Mais je voulais dire, vous savez, on a été tellement victimes. Vous allez aux soins, on vous prescrit des analyses, on vous indique le laboratoire dans lequel vous irez faire ça. On ne vous laisse pas le choix d'aller quelque part. On vous aide, non? On dit vous allez là-bas. Pour les médicaments, vous prescrivez, on dit non, c'est une affaire de ristourne. Voilà. On ne peut pas jouer sur la vie des malades. Moi, je parle parce que j'ai vécu pendant 3 ans dans un centre de santé. Et quand ça se passe, il y a des gens, écoutez, il vient, vous laisse, il va saluer d'abord tous ses collègues avant de s'occuper des malades. Il n'a plus une vie parce que quand on est médecin, quand on est agent de santé, vous ne venez pas au service pour vous ne venez pas pour saluer vos collègues. C'est comme si vous avez le journal de 13h et à 13h moins 5, vous ne continuez pas à papoter dans le hall là-bas. Oui. Donc, pour revenir à votre question, c'est ceux qui ne savent pas peuvent se plaindre. Ils ne démissionneront pas. On se connaît. Ceux qui sont dans le public là, démissionner, j'attends de voir les courageux qui vont démissionner. Parce que s'ils démissionnent, ils n'auront pas autant de clientèle dans leur clinique ou cabinet. C'est parce qu'ils viennent ravager avec la complicité de leurs secrétaires qu'ils se gosillent et qu'ils ne se donnent même pas la peine de venir voir les malades du public. Si quelqu'un veut être vu, il n'a qu'à venir dans ma clinique. Et c'est sa clinique qui le préoccupe. En même temps qu'il gagne de gros sous dans le public, il dévaste en malade les gens vers sa clinique. Il ramasse le matériel. Et je l'ai dit et je répète, si le matériel acquis par le professeur Kindegaza dans son téléthon pouvait être faire l'objet d'un inventaire, c'est à peine qu'on trouverait le tiers de ces équipements-là encore dans les hôpitaux publics. Parce que c'est facile pour eux de faire la transition entre le public et le privé à telle enseigne qu'ils donnent l'impression qu'ils sont plus épiqués. C'est faux. La preuve, quand ça se passe mal chez eux, c'est vers le public qu'ils envoient le malade. C'est le public qui reçoit en dernière analyse le malade. C'est une malhonnêteté organisationnelle, professionnelle de certains. Ce n'est pas tous les médecins. Il y en a pour qui je lève le chapeau. Il y en a qui sont très honnêtes, très corrects. Et même les anciens qui ont formé ceux qui se baladent sur le terrain là, ils continuent d'aller soigner les malades pendant que eux ils refusent de soigner les malades. Ils sont venus remplir les bureaux du ministère de la Santé parce qu'il y a une facilité de caisse, une facilité d'accès à l'argent. Et pendant qu'ils équipent, ils ne pensent même pas à leurs collègues qui sont restés au chevet des malades et qui ont besoin de ces équipements-là. C'est un drame. Et c'est parce que c'est un drame que, tout en étant de la santé, je dis, les malades ont aussi un créateur. On ne peut pas continuer de les laisser comme ça. Moi, je dis, si le président Talon peut mettre la barre assez nette, sans embâche, sans trop de couleurs politiques, on va dire c'est parce que les partenaires techniques et financiers mettent assez d'argent dans le fonds pour que le ministère de la Santé vive. L'État met
suffisamment ce qu'il faut pour que le système vive. Le financement communautaire, l'argent qu'on prend chez les malades, quand ils viennent à la consultation, quand on les hospitalise, ça coûte suffisamment pour que les gens ne puissent pas se plaindre. Mais aujourd'hui, allez-y vérifier. On continue de prescrire la seringue à un malade qu'on veut prescrire. Mais l'argent que les partenaires ont donné là, ça sert à quoi? Pour que les malades ne puissent même pas avoir une seringue gratuitement pour se faire soigner. Même dans une formation sanitaire hospitalière, les malades donnent de l'argent avant d'aller faire pipi, donnent de l'argent avant d'aller à la selle. Mais si nous qui sommes autour de cette table, nous sommes restés dans un hôtel, même si ce n'est pas de grande classe, mais quand vous payez les frais d'hôtel, vous ne payez plus de l'argent avant d'aller à la toilette. Mais chez nous, ça se fait dans certains hôpitaux, alors qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une ligne qui gouverne. Et la faute est à l'État. Depuis 1990, l'État a cru que le ministère de la Santé est le ministère des médecins. C'est archi faux. J'ai toujours contesté depuis 14 ans. Les coordonnées sont les plus mal chaussés. Justement, non seulement les coordonnées sont les plus mal chaussés, mais eux, ils sont les mieux chaussés parce qu'ils se protègent. Lorsqu'un médecin fait quelque chose, il n'est pas facile que son collègue lui recule dessus. Il n'aurait jamais eu à faire ça si c'est un agriculteur qu'on a mis à la tête du ministère de la Santé ou un administrateur. Et c'est ce qu'il faut. Vous n'avez pas vu que le ministre de la Santé, il est au transport maintenant? Il se promène au transport avec son stéto au cou. C'est mieux toujours que de créer une symphonie. Mais on a mis un autre médecin quand même à la tête du ministère. Non, mais les gens continuent de faire l'erreur depuis 1990. Et non seulement médecins à la tête du ministère, mais toute la direction technique et médicale, tous les services centraux autour, c'est des médecins. Les services départementaux, c'est des médecins. Ça aurait dû être qui? Ça aurait dû être des administrateurs. Mais l'ENA forme tous les jours des administrateurs qui sortent. Des hôpitaux. Les administrateurs des hôpitaux, les AE où je donne des cours par vacation, forment des administrateurs, beaucoup d'autres universités, et il y a des gens qui sont formés à l'extérieur. Donc les médecins dans les centres de santé. Les médecins doivent s'occuper. Et c'est parce que le chat n'est pas là que les souris dansent. Si aujourd'hui il y a déficit en qualité de soins, c'est parce que les médecins ont abandonné les soins aux paramédicaux. Et on est retourné donc de plus de 40 ans en arrière quand il n'y avait pas de médecins. Normalement, quand les médecins sont arrivés, les médecins de la Carrure, des Davincent, des Kinifor, des Gouloté, consorts, c'était eux qui donnaient la fierté au corps médical. Parce qu'ils sont toujours présents. Et vous ne pouvez pas vous balader ou un soin. Mais quand moi j'étais en formation, jusqu'à 2 heures du matin, il arrive des moments où ces professeurs-là viennent pour voir si le malade qu'ils ont opéré dans la journée est en souffrance, ou ces étudiants ne seraient pas endormis parce qu'ils n'ayant pas conscience ou que le malade soit en souffrance. Mais vous n'allez même pas au chevet du malade. Comment vous allez avoir pitié pour ces gens à suivre? Les vrais gens qui ont fait l'école coloniale réellement et qui ont une conscience, non. Donc même les colons avaient plus de cœur que les nôtres. Même le colon avait plus de cœur que les nôtres. Je vous assure, j'ai fait 30 ans de carrière. Et dans les 30 ans, je viens de vous décrire que j'ai fait la périphérie, j'ai fait le niveau intermédiaire, j'ai fait le niveau national. Donc, il est difficile à quelqu'un de m'expliquer mieux le système sanitaire béninois. Et ça date de 90. La pyramide sanitaire actuelle date de 90. C'est celle que le président Talon va mettre en place, dont je ne connais pas la configuration que ça va avoir, qui va prendre effet et donner à chacun sa place. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quelqu'un qui a passé des années, ils disent qu'ils ont fait 14 ans après le bac. D'accord, vous pouvez faire X années après le bac, mais votre place n'est pas dans la gestion des ressources. Vous avez appris à interroger le malade, à savoir de quoi il souffre, à faire les examens paracliniques et cliniques, à poser un diagnostic, à instituer un traitement. Mais vous venez vous asseoir devant des milliards. C'est ça qui fait que les séminaires sont multipliés. C'est ça qui fait que les séminaires sont multipliés. Assez d'administrateurs des hôpitaux aujourd'hui pour faire ce que vous dites, pour que ce que vous dites là soit appliqué. Bon, il y a des administrateurs que ça n'a pas été facile pour que le ministère de la Santé les recrute. Et quand on les recrute, on les fait comme 5e roue de la voiture. Je peux vous en citer, j'en connais 5 au moins qui... Non, je ne vais pas citer son nom. J'en connais au moins 5 qui, parce que asphyxiés par les médecins qui ne veulent pas de... Ils ont été obligés de quitter là pour aller ailleurs. Il y en a qui sont dans le Mono, il y en a qui sont dans Cotonou, il y en a qui sont ailleurs. Puisque je suis l'un de leurs formateurs. Et quand je dis battez-vous pour que force reste à la loi, parce que c'est votre place au niveau de la gestion du système de santé, ils disent on va faire quoi? Si on nous...
on va faire les dépenses, on vient apporter la facture à un de toute façon, vous devez avoir une oreille attentive aujourd'hui auprès du gouvernement, puisque les causes sont les mêmes, mais vous n'avez pas encore répondu à la question. Malheureusement, je ne suis pas politicien. Non, mais aujourd'hui, votre ONG peut, avec cette cause-là, pouvoir servir de... Est-ce que les politiciens permettront aux gens neutres de venir vers eux? Il faut toujours essayer. Oh, je ne connais pas le chemin. Vous avez déjà échoué? Non, je n'ai pas échoué. Hein. Bon. Si je suis retraité, je me repose bien, mais si on demande mon avis technique, je ne vais jamais marchander ma disponibilité, parce que c'est 14 ans après un débat que je trouve la porte du salut. La porte du salut, elle est offerte gratuitement là. Voilà, donc à vous de saisir vraiment la porte, d'entrer dans la chambre. Le système de fonctionnement est biaisé parce que celui qui est parti faire doctorat plus 1 an à Ouida, il vient, on dit qu'il est médecin coordonnateur. Il vient s'asseoir pour gérer les ressources du secteur santé. Et celui qui a fait les 7 ou 8 ans de médecine, qui est parti faire la spécialité chirurgien, ORL, ophtalmo, on le met en sous-ordre, sous celui qui a fait doctorat plus 1 an. Mais dans ces conditions, comment il ne peut pas avoir de frustration? Si c'est le grade le plus élevé, si c'est le plus ancien dans le grade le plus élevé qui prend la responsabilité de gérer les choses, pourquoi on va ridiculiser celui qui est parti faire? C'est parce que la spécialité ne donne plus rien qu'ils sont devenus rares. Il vaut mieux aller faire 1 an. Ça fait partie, de mon point de vue, des éléments que vous devez apporter pour que la réforme qui va être opérée soit efficiente. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Aujourd'hui, qui sont ceux qui sont concernés par cette mesure du gouvernement? Est-ce ceux qui ont des cliniques privées et qui exercent dans le public, ou n'importe quel acteur de santé, n'est-ce pas, n'a plus le droit d'aller s'aventurer dans un public? Il y a l'autorisation d'exercice en clientèle privée et l'autorisation d'ouverture. Vous pouvez avoir une autorisation d'ouverture. Si vous n'avez pas l'autorisation d'exercice, vous ne pouvez aller dans aucune clinique, aucun cabinet pour dire que vous voulez travailler. Faites-nous la nuance, tout le monde n'est pas de la santé. La nuance ici, c'est que l'un entraîne la venue de l'autre. Il faut avoir l'autorisation d'ouverture d'abord, avant d'avoir l'autorisation d'exercice. Et si vous n'avez pas les moyens de créer votre cabinet ou votre clinique, vous pouvez aller chercher une autorisation d'exercice. Et avec cette autorisation d'exercice, vous pouvez aller vers une clinique, un cabinet qui n'est pas nécessairement le vôtre, et dire: j'ai une autorisation qui me reconnaît que je suis docteur, je suis spécialiste de ceci, je suis cela. Je peux venir faire du job dans votre clinique. Si la personne qui veut faire du job quelque part dans une clinique ne présente pas une autorisation d'exercice en clientèle privée, vous ne pouvez pas le prendre. Si vous prenez la personne, vous tombez sous le coup de la loi. Quand il travaille déjà dans le public. Même quand il travaille dans le public, il doit avoir une clientèle avant d'aller faire l'exercice en clientèle privée. Et c'est parce que la vanne était largement ouverte, tous azimuts, que si quelqu'un n'est pas d'accord, il demande un débat contradictoire et je le mets au défi de pouvoir me justifier le contraire. Donc la mesure concerne tout agent de santé. La mesure dit, si vous êtes de la santé publique et que vous travaillez dans le système public, vous me dites si vous restez, et là vous restez et vous travaillez. Mais si vous voulez aller dans le privé, vous démissionnez de chez moi et vous allez vous installer dans votre clinique privée. Je ne veux plus vous voir mettre pied ici, sauf si vous êtes malade. Sauf si vous êtes malade ou si vous êtes garde malade. Mais venir traîner avec stéto pour dire je suis hospitalo universitaire ou je suis docteur, je suis professeur là, c'est fini. Vous restez à la faculté avec vos étudiants là-bas et vous allez directement dans votre clinique privée. Si vous êtes capable de trouver 4 malades par jour, je me demande si c'est les 4 malades qui vont vous nourrir pendant qu'aujourd'hui, il y a de l'abondance. Mais c'est les gens qui n'ont pas les moyens. En 86, l'État a dit je ne peux plus continuer de recruter et de payer les gens. Ceux que je ne peux pas recruter là, vous pouvez aller vous installer en votre compte. C'est comme ça que la notion de clinique privée est née abondamment. Et ceux qui ne peuvent pas vivre seuls sont partis créer les cliniques coopératives. Vous devez, ça avait pullulé, mais la mauvaise gestion a fait que ces cliniques coopératives ont disparu. Il ne reste que quelques 4 ou 5 sur le territoire national. Et ces cliniques ont continué de faire leur petit bonhomme de chemin. Vous qui avez été engagé par l'État pour servir la cause de l'État, pour servir les malades qui viennent dans le public, vous allez encore arracher la clientèle qui se trouvait dans le secteur privé et vous prenez même les malades publics pour déverser dans vos cliniques privées. Dans quel pays on va vous dire que je vous donne rendez-vous, vous ne pouvez voir le docteur que dans 3 mois? Quelle maladie va tomber sur quelqu'un
il va se patienter. C'est aucun Kéléba qui va se mettre, ou bien c'est dans l'automédication qu'il va se mettre. Ce que vous dites, même pour aller se traiter en Europe, on prend des rendez-vous. Hein. Non, mais je dis, ici, l'Europe, c'est l'Europe. Mais ici, vous allez, on vous dit, le professeur ne peut vous voir que dans 2 mois, dans 3 mois. Ce n'est pas le rendez-vous qui me dérange, mais c'est la durée accordée à un rendez-vous pour trouver un malade qui est venu en consultation qui me dérange. Et dans le dérangement là, il y a, si le mal vous prend et que vous tombez sur un malade ce jour, et qu'un autre jour vous devez venir pour faire un contrôle, si ce malade là n'est pas de garde, aucun autre médecin ne peut vous recevoir. C'est ce malade que vous voulez dire. Si ce malade vient, si ce médecin n'est pas de garde, excusez-moi, si ce médecin n'est pas de garde, aucun autre médecin ne doit vous recevoir. Même pas l'assistant du professeur qui vous a dessus. Parce qu'on dit c'est le malade du professeur. Est-ce que le malade a choisi un professeur pour aller aux soins? Non. On doit barrer et enlever toutes ces barrières-là pour que ça se passe bien. Maintenant, les fonds que l'État met à disposition, les fonds ne donnent pas les résultats escomptés. Il n'y a personne capable de justifier pourquoi l'argent donné n'atteint pas les objectifs réels. Maintenant, on veut donner l'argent à un privé. Et si lui fait, on lui demandera où est-ce que tu en es par rapport à ci, par rapport à ça. Il doit répondre. Sinon, il tombe sous le coup de la loi. On peut le sanctionner. Mais lorsque les bailleurs de fonds ont voulu créer les zones sanitaires, ils ont dit nous avons des milliards que nous voulons investir pour l'autonomisation du système sanitaire. Mais nous ne voulons pas vous remettre à vous la gestion de ces zones sanitaires-là. Nous préférons remettre ça à un groupe plus sûr de privés, opérateurs économiques. Ils ont dit non, nous sommes des cadres. Les bailleurs de fonds, je vous dis, si quelqu'un peut dire le contraire et qu'il est à l'écoute, on se donne rendez-vous, on se rencontre et on va faire le débat. Moi, je viendrai en ce moment-là avec des documents qui montrent que pourquoi les bailleurs de fonds ont été obligés de recourir aux hôpitaux confessionnels. Lesquels hôpitaux confessionnels? Parce que les bailleurs de fonds se sont dit, il y a au moins la crainte de Dieu là. Si on leur remet de l'argent, ils vont utiliser à bon escient. Aujourd'hui, les hôpitaux confessionnels sont plus debout que les publics dans lesquels on a mis de l'argent en abondance et qui n'ont donné aucun résultat. On a dit, ne dépensez pas l'argent, gardez l'argent, ils ont thésaurisé l'argent. Après, ils ont commencé par faire des dépenses de loisirs. On a badigeonné le mur, on a fait ceci, on a fait cela. Et il n'y a pas une structure capable de dire, vous ne devez pas faire ça parce que c'est prévu quoi. L'argent qu'ils ont donné, chaque commune a 1 500 000 francs de médicaments à revendre progressivement à la population, faire des bénéfices qui permettront de renouveler le stock. Mais l'argent n'est pas resté. On va renouveler le stock comment? C'est comme ça que tout est parti, comme de la cigarette. Question essentielle, si les médecins, les agents de santé se livrent à ces travers-là que vous dénoncez, c'est un peu de la responsabilité de l'État qui ne les paie pas, normalement, pas de salaire, pas de rémunération à la hauteur, n'est-ce pas, de la tâche abattue. Il n'y a pas d'autres privilèges, comme le disait. Il faut passer par la porte de la dignité. Le professeur Léonard Kwadon Didioro ici dimanche, il n'a pas ça. Il faut passer par la porte de la dignité. Un homme digne ne triche pas avec sa conscience. Lorsque vous êtes à un salaire qui ne vous suffit pas, réclamez de façon régulière l'augmentation de votre salaire. Réclamez de façon régulière l'amélioration de votre condition de vie. Donc l'État peut exiger des agents de santé sans lui faire son devoir. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que vous êtes brimé, au lieu de vous contenter de l'exploitation des malades ou de certaines cupidités de la vente de certaines choses qu'on ne doit pas vendre, vous devez taper par la bonne porte. Et la bonne porte, vous pensez qu'ils ne le font pas? Non, mais si on tapait à la bonne porte, j'ai écouté le professeur, je le respecte, c'est un professeur, je le respecte aussi parce que même quand il était en exercice en tant que ministre, il ne ratait jamais ses rendez-vous de santé, ce que les autres ne font pas. Il y en a parmi eux aujourd'hui qui ne peuvent pas savoir comment on prend le pouls et la tension chez un malade parce qu'ils ont laissé totalement la profession qui est la leur pour aller s'asseoir dans le bureau parce que là l'argent vient et on dépense comme on veut. La question de mauvaises dépenses là, c'est les médecins coordonnateurs de projet. Chaque médecin de projet a son argent, sa masse d'argent avec les bailleurs de fonds. Ça n'a rien à voir avec le DRFM ni avec le ministère. Il garde ça chez lui, avec lui, et il en fait ce qu'il veut par rapport à son prétendu programme. Ça veut dire quoi? J'ai le document, 10 milliards donnés à un directeur de programme. Il a dépensé à peine 1,5 milliard
Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire. J'ai le document officiel dans l'annuaire du ministère de la Santé. 1,5 milliard. Et le reste va faire quoi? M. Joël Tchogwe, apparemment, notre invité semble tellement enthousiaste qu'il ne voit pas la contrepartie, n'est-ce pas, du gouvernement. Non, il est évident qu'il y a des problèmes apparents dans le système sanitaire. C'est vrai que le gouvernement a une lourde responsabilité en ce qui concerne le traitement salarial des agents qu'il emploie. Ça, c'est une évidence. Maintenant, l'État également ne peut pas faire au-delà de ses moyens. Nous sommes un pays aux ressources limitées. Et si les enseignants se mettent en grève, comme ce fut le cas dernièrement, pour revendiquer l'augmentation du point indiciaire ou bien des salaires, si les médecins rentrent dans la danse, si les magistrats rentrent dans la danse, si les agents du secteur public, dans les ministères, les structures publiques, les offices de l'État, tout le monde rentre dans la danse pour demander qu'on augmente le salaire, l'État va aller puiser où ces ressources-là. Parce que quand on dit salaire, augmentation de salaire, ça appelle à une incidence financière. Est-ce qu'il y en a parmi ceux que vous avez cités là qui ne sont pas agents de l'État, qui réclament ce qu'ils n'auraient pas dû réclamer? Non, mais ils réclament. Agents de l'État engagés avec leur cahier de charge bien fourni, et ils savent que à telle échéance, à telle date, ils devaient avoir un reclassement, et cela donc devrait appeler à une augmentation, bien à une évolution. Mais il se fait que en même temps où la demande s'augmente, la disponibilité en matière d'offres là stagne. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas jeter la pierre à l'État, parce que l'État, encore comme le dirait la pauvre dame dans la rue, l'État encore c'est nous-mêmes. Est-ce que nous cotisons assez? Est-ce qu'aujourd'hui, quand le gouvernement actuel a demandé à commencer donc par mettre en place sa politique fiscale, vous avez vu tout ce qui s'est passé? Le Béninois crie pour dire, mais voilà, on veut nous asphyxier économiquement. On a augmenté les frais de péage pour l'entretien des routes, on a crié. Quand on a dit, tel secteur, vous allez donc payer telle taxe, on a crié. Donc, autant le pouvoir en place, le gouvernement s'évertue peut-être à rentabiliser, à renflouer donc les caisses, et peut-être après penser à justement ce à quoi vous faites allusion. Nous-mêmes, nous crions. Alors, mais si nous ne travaillons pas assez, si nous ne faisons pas de l'économie, comme vous le direz, comme vous étiez en train de le dire il y a quelques jours, si nous ne comptons pas sur nous-mêmes, nous allons aller où? C'est pas pour rien que le gouvernement dit, nous allons faire ce qu'on a appelé, il faut renverser la trajectoire budgétaire. C'est-à-dire que désormais, si le budget a 1 milliard de francs CFA, il faut que nous soyons en mesure d'apporter tout au moins 60% de financement avant d'aller tendre la main aux partenaires techniques et financiers pour compléter. Si on ne le fait pas, on va tout le temps créer le sous-développement nous-mêmes. Parce que les aides publiques ne vont rien nous apporter de bon. On est dans ça depuis longtemps. Et en tant que Béninois, en tant que citoyen, on devrait pouvoir s'attendre et nous regarder dans la glace. Et se poser donc les bonnes questions. Est-ce que quand je suis agent de santé, est-ce que je remplis fidèlement ma mission? Et vous l'a dit. Depuis 14 ans, pour ne prendre seulement que cette période-là, vous voyez ce qui s'est passé. Donc les ressources qui ont été peut-être dilapidées dans le secteur sanitaire, alors, c'est une victime. Oui. Des soins médiocres de santé dans notre pays, le Bénin. Laissez Adrien, il parlera de lui-même. alors, lorsque vous êtes dans un pays où il a dit, ceux qui ont été formés pour être au chevet des malades, les médecins sont des pratiquants. Ils ne sont pas formés pour aller s'asseoir dans les bureaux, pour aller gérer quoi? Les ressources? Est-ce qu'on a formé des médecins financiers? Je ne sais pas. Si vous voulez être financier, vous voulez gérer les ressources, allez vous faire former dans la gestion. Et apparemment, quand je finis de l'écouter, nous avons des écoles qui forment des administrateurs qui devraient pouvoir gérer les ressources financières, les ressources humaines et tout ce qu'il y a dans le secteur. Mais parce que vous êtes médecin, bon, l'État, pas convenance peut-être, vous dit, bon, lui, le médecin, je l'envoie, il peut gérer. C'est pas vrai. Est-ce que le médecin qui est formé, qui ne sait que prendre les tensions, qui peut examiner un malade, est-ce qu'il est bon? Dites-moi, est-ce qu'il est bon forcément quand on va lui demander d'aller donc gérer les ressources du secteur de la santé? Et c'est ça qui occasionne maintenant
les mauvaises gestions, les mauvaises options surtout, et finalement, chacun se croit comme dans la roue du roi Péto, il est dans son bureau, il a dit, chacun a son programme par rapport à un bailleur de fonds, et lui, il garde ça jalousement, il gère tout, et l'État se met où? Donc, nos problèmes dans ce secteur-là, je pense que l'État a pris conscience à partir de ce régime-là, et j'espère que ça va pouvoir continuer pour que nous puissions sortir donc du gouffre. Eh bien, ce qui se dit dans ce studio, c'est comme ça se dit aussi sur d'autres antennes, Adrien Moussa. Mais est-ce que la manière dont vous traitez particulièrement, quand je dis vous-même, je parle aussi du chef de l'État, par exemple, vous l'avez suivi dans son émission, la manière dont il a traité les médecins, est-ce que ce n'est pas une manière de les jeter en pâture, ce n'est pas une manière d'aggraver le problème? Mon frère, ce n'est pas une question de manière de traiter. Lorsque l'estropié garde un bagage que c'est penché, c'est depuis la base qu'il faut regarder. La cause du bagage qui n'est pas droit sur sa tête. Vous semblez renverser. Je suis en train de dire simplement. Vous renversez l'estropié. Non, je voudrais simplement expliquer pour dire ceci. Si depuis 14 ans, certains parmi eux avaient eu l'amabilité de dire ce monsieur-là, il n'a pas de lance-pierre, il n'est pas notre adversaire, mais quelque part ce qu'il dit, la manière dont nous désertons les hôpitaux là, ce n'est pas bien. Quel est notre rôle principal? J'ai rencontré le syndicat des médecins. Mon ONG a rencontré le syndicat des médecins. Et j'ai fait un plaidoyer. Je sais ce qu'on m'a répondu. J'ai tenté de rencontrer le feu Badarou Daouda pour lui expliquer que non, vous êtes la sommité, le niveau perfectionné de la chose. Permettez que les vôtres soient présents pour sécuriser la qualité des soins. Mieux. On est allé jusqu'à leur dire, pour que vous soyez présents dans les hôpitaux, on va retenir un jour par semaine, vous viendrez vous asseoir, vous consultez tous les malades de ce jour qui arrivent à l'hôpital, vous empochez les sous et vous ne donnez qu'une petite portion congrue au niveau de la formation sanitaire publique. Mais ils ont boycotté. Ça a été proposé en quelle année? Parce que Léonard Kwadwo-Diop disait que ça existait déjà et que ça a été abandonné. Non. Ça a été proposé au temps de Mme Kinde Gaza. Et j'ai même un étudiant de l'ENAM qui a fait sa thèse là-dessus. La question d'exercice en clientèle privée dans le public. J'ai parrainé les travaux. J'ai l'exemplaire. La prochaine fois que je vous rencontrerai, je vais vous donner l'exemplaire. Vous allez jeter un coup d'œil pour voir. Tout a été mis en place pour consoler, pour contenter des gens qui ont cru qu'ils sont les dieux sur la terre. Alphonse Soudé, est-ce que le gouvernement même, avant d'entreprendre cette mesure, n'aurait pas dû faire certaines choses qu'elle n'a pas encore faites juste là? Oui, ça je suis d'accord avec vous, je l'ai toujours dit. Moi, je dis au niveau du plateau technique, l'État devait mettre à la disposition des centres de santé les moyens. Parce que je prends toujours le centre de santé que je connais le plus, l'hôpital de zone de Surulere. Il est arrivé... Kowegbo, où j'ai amené une malade, on m'a dit qu'il n'y a pas de l'oxygène. Il n'y a pas de l'oxygène, on dit, vous l'amenez au CNHU. 500 mètres après, l'intéressé a cassé la pub, comme on dit. Je dis, l'État doit mettre les moyens à disposition. L'État doit pouvoir payer convenablement ses agents. Mais je dis, c'est encore le même État qui fait nommer à des postes de responsabilité des médecins. C'est pas moi qui les nomme, c'est encore un conseil. La preuve, l'actuel ministre de la Santé. Ce n'est pas n'importe qui. Je crois qu'il doit être un gynécologue. Mais vous n'avez pas encore dit sur ce plateau qui devrait gérer le ministère de la Santé. Ok, vous savez, moi je voudrais d'abord que l'État fasse ce que le ministre Kokou avait fait. Le ministre Kokou, il a constaté qu'il y a beaucoup d'enseignants. Kokou, c'est qui? Le ministère de l'enseignement secondaire? Oui, il a constaté qu'au niveau des bureaux, les enseignants formés pour aller en situation de classe se retrouvaient dans les bureaux. Qu'est-ce qu'il a fait? L'année qui a suivi, les a tous envoyés en situation de classe. Que l'État d'abord, tous les médecins qui traînent dans les bureaux au niveau du ministère de la Santé, qui ont été formés aux frais de l'État, qu'ils retournent dans les centres de santé. C'est ça. J'ai posé une question à Adrien Moussa, il n'a pas pu répondre tout à l'heure. Laquelle? Combien d'administrateurs des hôpitaux on a aujourd'hui qui pourraient prendre la place de ces médecins-là si cette mesure venait à être appliquée? Si on chassait, si on renvoyait donc les médecins à leurs malades. D'abord, vous avez des inquiétudes par rapport aux spécialistes qu'on ne trouvait pas. Et les spécialistes, ça ne marche pas. Non, répondez d'abord à cette question précise. Ça fait un. De deux, pour ce qui concerne le nombre, si je fouille le répertoire, je vous dirais que ça peut suffire bel et bien.
Mais le débat se Ceux fait... qui sont formés ou ceux qui sont recrutés actuellement dans la Ceux fonction qui publique. sont formés, capables d'être recrutés dans la fonction publique pour servir exclusivement dans l'administration et la gestion des ressources du secteur santé. Et ça va être une solution, une grande solution. Parce que ceux-là ont prêté serment. Comme les médecins aussi. Non, 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 ils ont prêté serment pour question de maladie. Enfin, c'est ça commence. Non, 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 non. Ils disent, ils sont au moins 4 à comparaître pour mauvaise gestion. Un dans l'administration de l'éducation et un autre dans l'administration de la santé. Arrivé à la barre, ils disent non, mais moi je suis médecin. Je suis médecin quand j'ai donné l'ordre de faire et que ce n'est pas conforme à la comptabilité, à la règle de la comptabilité, il fallait qu'il refuse. Je ne l'aurais pas forcé s'il avait refusé. Ça n'aurait pas été le cas si c'était un administrateur des hôpitaux. Parce que là, on ne va même pas l'interroger. Si on le prend, on le coffre. Alphonse, donc, je dis, il faudrait que l'État aussi prenne ses responsabilités. Tout ce qui est à la fin du mois, quand les gens vont opérer le choix, que l'État dise désormais, les médecins formés aux frais de l'État, qui sont dans les bureaux comme administratifs, retournent dans les centres de santé. Il y a des médecins formés aux frais de l'État qui sont restés dans la banlieue parisienne. Je me rappelle au temps de Kérékou, en conseil des ministres, on appelait des noms des gens qui sont allés pour la spécialisation. À la fin, ils sont partis. Mais l'État, pour que nous ayons un système sanitaire adéquat, chacun doit pouvoir jouer son rôle. Que l'État prenne ses responsabilités. L'État a été trop large. L'État, on a fait de la politique dans le secteur de la santé. Comme je le dis, le ministère de la Santé, c'est un panier de crabes. Merci. C'est un panier de crabes. Ou un médecin qui a été formé pour soigner. Il y a des gens qui ne veulent pas parce qu'ils ont des parrains politiques. Ils ont des parrains politiques. Donc, quelque part, l'État doit prendre ses responsabilités. Qu'on cesse de jouer au copinage. C'est pas possible. Et si on fait comme le ministre Kokou, désormais on va dire, ok, les gens ont choisi d'aller dans le privé. Ceux qui restent et qui sont casés pour diriger des projets, qui sont dans les directions techniques au ministère de la Santé, on les retourne dans les centres de santé. Et là, mais si l'État veut faire des réformes, je suis d'accord, mais si les gens ne sont pas bien payés, si les gens ne sont pas bien traités, si le plateau technique n'existe pas, parce que vous l'aviez dit, je ne peux pas aller aux soins. Seringues, ça coûte combien? On me dit d'aller acheter seringues. Et j'achète les seringues. Non, l'État doit pouvoir, pour ceux qui sont allés à l'extérieur, quand vous allez dans certains centres de santé, il y a des médicaments qu'on vous offre. On ne peut pas vous dire d'acheter seringues, on peut pas vous dire. Donc, il faut que l'État aussi mette les moyens. Parce que, Joël l'a dit tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'on aille surfer sur cette affaire de collaborateurs extérieurs, qu'on dise, bon, la plupart des médecins béninois qui sont allés en privé, je vais faire venir des spécialistes de la France, du Togo, du Burkina. Non, il faut d'abord compter avec l'expertise locale. Monsieur Soulé, je voudrais apaiser votre inquiétude en disant, l'État, au moment où le financement communautaire a commencé, financement communautaire ici, c'est quand on a commencé à prendre de l'argent chez vous, quand on finit de vous faire les soins. Sinon, aucun service ne doit prendre de l'argent chez un usager. C'est seulement le trésor public qui prend l'argent chez l'usager. Mais on a autorisé exceptionnellement l'État à prendre l'argent directement, et le ministère de la Santé à prendre l'argent chez les malades qui viennent, parce qu'il faut renouveler le stock. Mais pendant ce temps, nous, qui hier étions parmi toujours la défense du droit des malades, on a dit, et ceux qui n'ont pas d'argent, comment on va faire pour eux? Et l'État a prévu, l'État de ce temps, l'État du début, vers les années 90, 91 là, a prévu un trousseau ou bien une trousse d'urgence. Oui, mais dans la trousse d'urgence, il y a ce qu'il faut pour faire les soins d'urgence. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes allé récemment à la morgue de Sénachu. Comment ça sent? Non. Est-ce que c'est le médecin qui est là? L'État, quand vous allez à la morgue du CNHU, il y a une odeur qui vous empêche de respirer. Ça, c'est l'État qui doit s'en occuper. Ce que je dis, je veux dire que l'État a tout prévu. Ce sont les indélicatesses de nos agents. Et l'État a favorisé cela parce que les agents indélicats je dis, et donc je dis, j'ai fait 3 ans, j'ai été logé dans un centre de santé appartenant à l'État. Il y a des gens, quand ils commettent des forfaitures, quand le chef hiérarchique décide de les punir, on passe un coup de fil. Et le parrain politique vous appelle et vous donne des injonctions. Bon, il faut que l'État aussi cesse d'être des copains dans la travailler. On arrive presque à la fin de cette émission. Mais dites-nous, Adrien Moussa, qu'est-ce qui devait être fait aujourd'hui par le gouvernement qui n'est pas encore fait
pour que on rende vraiment efficace le secteur public de la santé au Bénin. Voilà, il faut que l'État fasse l'affermage dont il a parlé. Et que dans cet affermage-là... Donc vous êtes favorable à cela? Oui, favorable parce que si je remets l'argent à quelqu'un... Qu'est-ce qu'on appelle l'affermage? Parce que là, ça donne les mots de tête à des gens désormais au Bénin, ce mot. Je viens. Ce sont ceux à qui le système ne profite pas, qui disent et qui font ce qu'ils disent. Donc vous demandez à l'État de confier la gestion des hôpitaux au privé. C'est ça l'affermage. Je vais finir, oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, l'affermage permettra de savoir à qui on remet l'argent, avec quel objectif l'argent lui a été remis. Voilà. Et au bout du rouleau, on lui demandera de rendre compte. Voilà. Ici, on remet l'argent, on ne peut même pas savoir à qui on remet l'argent. On ne peut même pas lui demander de rendre compte. À part l'affermage? Non, l'affermage, pour moi, ça dépend de la position dans laquelle vous trouvez. Moi, en mes grades de qualité de gestionnaire des ressources, où j'ai appris qu'avec un peu, on peut faire beaucoup. Avec un peu de ressources financières, on peut faire beaucoup de choses. Lorsqu'on remet l'argent à quelqu'un avec les objectifs pour cette chose, il ne doit dépenser que dans les rubriques il rencontre. Et dans ce cas dont nous parlons, on remet l'argent à des gens qui vont aller organiser des séminaires. Vous êtes parti à des séminaires, mais ce n'est pas celui qui organise le séminaire qui vous paye de per diem. Mais c'est vous qui payez de l'argent avant de participer à... Ce mot-là a disparu du vocabulaire. En fait, il faut... Il y a un peu de per diem. Non, mais ça n'a pas été facile. Ça existe toujours. Pour vous résumer, Adrien Moussa, il faut changer la gouvernance à la tête des hôpitaux du Bénin. Avant d'aller à la gouvernance des hôpitaux, il faut changer d'abord le niveau du ministère de la Santé. Mettre un autre carrément, parce qu'on ne peut pas... Vous avez vu quand les fonctionnaires ont joué avec les artistes la dernière fois, on a dit celui qui a été l'arbitre là, c'est parce qu'il est de la fonction publique qu'il a avantage. C'est réel. On va finir sur le rire. On va finir sur le rire. Il faut, mon cher ami. Non, ça amuse, mais c'est une réalité. On ne peut pas être juge et parti. Donc, il faut mettre à la tête du ministère de la Santé quelqu'un d'autre. Il faut surtout chasser le goût de l'argent dans ce secteur-là. Voilà. Mais je vous rappelle, c'est une décision politique. C'est le chef de l'État seul qui nomme qui il veut là. Non. Malheureusement. Maintenant, il faut éclairer la décision du chef de l'État. Ben voilà, vous avez parlé. Si on continue de faire les mêmes causes, vont donner les mêmes effets, on ne sera pas au bout de choses. De toute façon, on peut dire que c'est votre saison. Aujourd'hui, vous pouvez parler au gouvernement et je ne connais pas le chemin. Ah. Bon, le chemin. Essayez de trouver le chemin. Je ne connais pas le chemin. Pas de la lumière. Merci beaucoup en tout cas, Adrien Moussa. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Gazvi. Merci à Joël Thiobé qui était sur ce plateau, Alphonse Moïse Soudé aussi, Georges Kono à la technique. L'intégrale, c'est encore demain, 18h.